C'était utile, on va peut-être essayer de gagner un peu du temps, donc je vais être un peu plus rapide. Je trouvais que c'était utile à ce mid-event, à la moitié de l'événement, de faire déjà une petite synthèse, vue des pouvoirs publics, bien sûr. Donc le champ fonctionnel qu'on évoque, c'est quand même climat, énergie, territoire numérique, et on voit bien qu'il faut intégrer pour trouver des solutions. Ça me semble être le cœur de l'affaire. Donc, dans ce grand champ de choc, un choc, le numérique, c'est ça qui nous réunit, c'est ça qui change la donne, c'est ça qui est porteur de défis, porteur de solutions. Donc le choc, c'est le numérique. C'est-à-dire que la cité, la civilisation méditerranéenne a inventé la cité. On remonte en permanence la date de l'invention de la cité, peut-être il y a 10 000 ans. Au moins, il y a 5 000 ans, ça sans problème. Donc, la cité est ancienne. Le choc, c'est quand même le numérique. C'est bien ça le choc. Les besoins sont toujours un peu les mêmes, mais vraiment le choc, c'est le numérique. Donc le numérique, je trouve qu'il est un petit peu schématiquement sécable en deux grands points. C'est d'abord les données, donc une énorme masse de données, et des nouvelles logiques de gestion de données. Donc le McKinsey nous fait un slide assez célèbre, j'ai mis 2 slides, donc d'abord celui de gauche, vous avez toutes les données, et dans toutes ces données, il y en a qui sont un peu perdues, mais pratiquement pas peu. Donc c'est vraiment la gestion des données, c'est le big data. Et dans ce big data, il y a une nouvelle gestion, c'est la gestion partagée par l'open data. Vous voyez, c'est vraiment le sujet de la donnée qui est assez nouveau. Il est ancien en termes de sujet, mais en termes vraiment d'analyse théorique, il est assez nouveau. Et donc ce sujet des données est vraiment clé. On voit que McKinsey nous dit un petit peu où sont où sont les secteurs de création de croissance par rapport à ces données. On voit que dans notre sujet de cité, de ville, on a à peu près la moitié sur la ville, entre le transport, l'électricité et l'oil and gas. Qui permet d'alimenter la cité. On a chaque année à peu près 1000 à 2000 milliards de création de valeur. Et quand on regarde le détail des slides de McKinsey, on voit que ça touche tous les secteurs, et ça a été bien dit au colloque. Le court terme, notamment avec les gestions de congestion, le moyen terme avec la gestion des flottes, des parcs, d'engins divers et variés, d'installations, et ensuite le long terme, la planification des infrastructures, la construction des infrastructures, et même jusqu'à les politiques industrielles. Voilà, donc ça c'est le choc des données. Ensuite, c'est le choc de l'Internet des objets, les capteurs, donc des capteurs partout, Je vais même tout de suite descendre dans le slide précédent et je vais revenir ensuite. On voit bien que le nombre de capteurs est en train d'exploser, et on se dit qu'un horizon assez court, 2020-2022, suivant les consultants, on va arriver à 1000 milliards de connecteurs, de capteurs. Bon, 1000 milliards, c'est assez logique, chaque personne va vite avoir un millier, entre 100 et 1 millier de capteurs, entre son frigo, sa voiture, ses devices mobiles, voilà, donc on évite les différentes ampoules dans sa maison, les 2-3 caméras qu'on va mettre dans son bureau, les 2-3 caméras qu'on va mettre dans sa maison pour voir s'il n'y a pas des voleurs, etc. Donc 1000 milliards très vite. Donc vous voyez, vous avez 1000 milliards de capteurs, et vous avez beaucoup de données, et donc des milliards, des milliers de milliards, des milliards de données. Oui, donc c'est ça le jeu. Et donc Cisco, lui aussi, essaye un petit peu de façon fonctionnelle. C'est-à-dire McKinsey a regardé ça par filière, Cisco l'a regardé par fonction, et donc Cisco arrive à peu près au même chiffre, d'à peu près 1000 milliards de création de valeur par an, à la fois par le meilleur usage
des actifs, le meilleur usage des employés, la meilleure gestion ensuite opérationnelle, donc à court terme de la supply chain. Après, bien évidemment, l'innovation et je dirais une meilleure gestion du consommateur. Donc oui, on voit bien le champ, hein, c'est 1000 milliards par an au niveau de la planète sur ce grand sujet qu'on évoque aujourd'hui. Et donc, comment ça marche techniquement? On voit bien que le monde des ERP peut être derrière nous. Le monde, je dirais, des systèmes propriétaires, trop propriétaires, pas trop propriétaires, je dirais, un peu derrière nous. Et ces données produites par ces capteurs, pour l'usage qu'on va voir un petit peu après, il est dans un cloud. Il est dans un cloud pour des raisons techniques, d'abord pour des raisons techniques, et il est aussi pour des raisons, je dirais, systémiques. Il est pour des raisons systémiques parce que dans ce domaine des data, en termes techniques et en termes systémiques, la gestion des données croisées entre acteurs, notamment par le biais de l'open data, est critique. Et donc, les données qui vivent toutes seules sont beaucoup moins efficaces que les données partagées d'une façon ou d'une autre. Et donc, le monde des plateformes dédiées est un enjeu considérable. Donc ensuite, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tout ça? C'était vraiment très clair hier dans le discours et les éléments de Madame Papalardo, et c'était assez présent dans le discours de la ministre Axelle Lemaire. Pourquoi fait-on tout ça? C'est parce que on veut d'une certaine façon à la fois affronter un défi démographique et urbain, 1 milliard, 2 milliards de personnes de plus à loger dans les 30 ans qui viennent, et en même temps donc un défi de quantité, tout en ayant un défi de sobriété, c'est-à-dire diminuer l'empreinte sur la planète. Et donc c'est bien ça l'enjeu. Et là aussi, c'est Booz Allen, si j'arrive, ouais c'est ça, c'est Booz et compagnie, je crois qu'il s'appelle Booz et compagnie maintenant. C'est Booz et compagnie qui nous donne un peu des chiffres intéressants. C'est à quoi tout ça sert? Eh bien, c'est de mieux gérer la ville de demain. Donc demain, dans les 30 ans qui viennent, on va dépenser en milliers de milliards, je vais dire trillions, même si en français on ne dit pas trillions pour des milliers de milliards, on dit billions en fait, mais ça personne ne le sait, quasiment plus personne. Donc on va dire en anglais trillions, en prononçant en français. Donc oui, dans les 30 ans qui viennent, on va dépenser 350 trillions de dollars sur la ville. Donc il y a deux façons de le faire. Il y a le business as usual où vous avez, c'est les colonnes de droite, l'étiquette de droite. Soit vous avez 465 gigatonnes de CO2. Voilà, vous avez une première façon de faire. Ou soit vous dites, il faut être un peu plus sobre. Et donc, c'est les colonnes de droite dans chaque vignette. Et vous dépensez en gros la même chose. Au lieu de dépenser 351, vous dépensez 296. Donc, à la limite, c'est même moins cher. C'est-à-dire que finalement, si vous mettez plus de réflexion, plus d'intelligence dans l'infrastructure, c'est moins cher. C'est pareil en investissement. On passe de 249 à 248. Mais par contre, en termes d'usage, en termes de dépenses de transport, dépenses de flux, dépenses dans tous ces services urbains, vous divisez en gros par deux. Donc vous avez quand même une réduction, on passe de 351 à 296. Mais par contre, en termes de CO2, c'est énorme parce que vous passez de 465 gigatonnes à 280. Donc vous voyez, c'est vraiment l'enjeu. Et comment donc on fait... quelles sont les technologies, quels sont les processus derrière? Les technologies, les processus sont justement la smart city, c'est logique numérique. Vous voyez, c'est là c'est-à-dire que tout ce que l'on dit a pour objet d'atteindre cet objectif. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'enjeu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes énergétiques? Et j'en terminerai là pour un petit peu l'analyse. Ensuite, je ferai un petit point sur que font les pouvoirs publics, notamment français, par rapport à ces défis. Donc, vous voyez bien, en termes énergétiques,
on rentre dans un monde électrique. C'est-à-dire que, je dirais, le sujet de la transition énergétique est un sujet quand même complexe, je dirais débattu. Par contre, et donc qui n'est pas tout à fait clos, hein, mais par contre, il y a une chose qui est assez claire en fait, et c'est une façon, je pense, assez simple de le dire et d'analyser, je dirais, le présent et d'essayer de faire la prospective pour le futur. C'est que, oui, toutes ces capteurs, toutes ces données, dans un objectif d'affronter un défi de nombre et en même temps d'affronter un défi de sobriété, ça passe par l'électricité. C'est-à-dire que le noyau de cette transition énergétique, c'est l'électricité. Et on voit que, pour ceux qui... Bon, j'ai mis que un slide, mais pour ceux qui connaissent le secteur de l'énergie, notamment les slides sur l'énergie, en fait, l'énergie est assez variable. C'est-à-dire qu'il y a les prix qui bougent, les parts de le mix global, il bouge quand même beaucoup. Donc c'est plutôt peu constant et peu stable. Mais par contre, ce qui est vraiment très fort, c'est que la part de l'électricité n'arrête pas de monter. Donc c'est-à-dire que dans la transition énergétique, le sujet critique, c'est vraiment l'électricité. Et donc ce sujet de l'électricité, il va être central demain, puisque nos pays européens sont vraiment maintenant dans une logique de baisse de consommation énergétique. Mais par contre, en termes vraiment de ratio, l'accroissement de part d'électricité est très important. Et en termes absolus, parfois, ça dépend des pays, mais la consommation d'électricité en volume peut augmenter. Et bien sûr, dans les pays du Sud, c'est beaucoup plus extrême. À la fois, en part, c'est un peu la même chose, mais en termes de volume, l'accroissement de consommation électrique dans les pays du Sud est énorme. Et elle est à des niveaux qui restent des défis. Et donc, je dirais en termes et je vais commencer par ce sujet-là, en termes d'action publique. En termes d'action publique, pour le développement dans le Sud, dans les pays à forte croissance et à fort rattrapage de niveau social, il est bien évident qu'en termes d'infrastructure, l'électricité, la mise en place d'infrastructures électriques est une priorité. Donc, dans les politiques de développement, l'infrastructure numéro 1, c'est l'électricité. Et ça reste très difficile puisqu'il faut beaucoup d'ingénieurs, il faut beaucoup de gestion d'aménagement et ça va être le défi. Donc c'est pour ça notamment que vont apparaître des logiques nouvelles comme qui commencent à apparaître assez fortement, à la fois en interne dans les pays et dans les zones régionales multinationales, c'est le transport d'électricité à longue distance avec les fameuses lignes à courant continu. Donc ça c'est le défi de demain. Donc en gros, maintenant, quelle est un petit peu la vision des pouvoirs publics français par rapport à cette analyse qui a été bien développée dans le colloque et qui continue à se développer. Donc je ferai en 3 points. Oui, c'est bon, j'ai un peu rattrapé le retard. Premier point au niveau global. Au niveau global, les pouvoirs publics français et les pouvoirs publics de la planète, je dirais, ils ont un instrument, un véhicule qui est la COP21, à la fois je dirais le moment même COP21 et ensuite le post-COP21, qui sont très liés. Donc la ville, cette ville intelligente qui utilise des données, qui mobilise beaucoup de capteurs et qui a pour objet d'être sobre et d'affronter des défis de croissance, ça va être un des grands sujets de la COP21 dans ces 4 piliers. Dans le pilier numéro 1 qui est un accord global, universel et contraignant. Donc la ville durable aura sa place. Il y aura d'ailleurs, lors de la COP21, une journée de la ville et des territoires. Il y a eu d'ailleurs à Lyon, en début juillet, une première réunion relativement officielle du groupe des collectivités locales dans le cadre de la Convention climat, donc qui a rehaussé très fortement le rôle de ces acteurs dans la dynamique. Donc premier point, donc dans l'accord, la Smart Cité est à toute sa place. Dans le deuxième PAC, qui est très avancé et qui va être vraiment une grande avancée du Bourget, c'est les programmes nationaux. Dans les programmes nationaux, où la place de la Smart City est assez importante. Donc ça, c'est très bien. 3, dans le financement. Donc la dynamique climatique a pour objet de mettre 100 milliards d'investissements dans les sujets climatiques dans les pays en développement à l'horizon 2020. Donc on est bien avancé dans cette dynamique. Donc on fera un point d'étape au Bourget. Le fonds vert qui est un petit peu central
dans cette affaire. Comment ça marche? On est en train de passer en revue l'action de tous les bailleurs privés et publics sur le climat au sens large du terme, et on regarde ce qu'ils font. Au milieu donc il y aura 100 milliards d'ici 2020, là je dirais on y arrive. Au milieu de cette dynamique avec beaucoup d'institutions, il y a une institution centrale qui s'appelle le Fonds vert, qui est basée en Corée du Sud, qui est l'instance officielle de la Convention climat pour l'investissement dans le climat dans les pays en développement. Les 100 milliards, c'est dans les pays en développement. Il y aura donc les premiers projets financés par le Fonds vert qui seront présentés au Bourget. On espère qu'il y aura des projets de Smart City. Donc je passe quand même un message complémentaire au message de l'Europe. Il est important d'aller déposer au Fonds vert des dossiers. C'est très important. Le Fonds vert ne va pas venir vous chercher. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller en Corée du Nord, en Corée du Sud, je vous rassure. Excusez-moi. Il faut aller en Corée du Sud. Déposer son dossier. Il y a des, et je vous le donnerai en bilatéral. Il y a des consultants français qui sont très actifs pour le Fonds vert, et donc vous avez des correspondants en France du Fonds vert qui sont à votre disposition, l'AFD et le partenaire officiel de la France dans le Fonds vert en plus. Donc, oui, le Fonds vert c'est très important, c'est-à-dire que pour tous ceux dans cette salle qui ont des projets réels dans les pays en développement, c'est plutôt dans les pays en développement, mais on peut le faire à l'européenne, on peut faire une grappe de projets, c'est-à-dire des projets français, européens et dans des pays en développement. Le Fonds vert vous attend. Et je dirais, il y a de l'argent, de la visibilité. Donc ça, c'est très important. Et quatrième point de la COP21, c'est l'agenda des solutions, avec notamment, bon ça c'est un peu marginal, c'est important, mais c'est un petit peu rentrer dans le détail, avec une plateforme des solutions qui s'appelle Nazca, la fameuse ville où il y a du Pérou, il y a des dessins très connus qu'on voit par avion. Donc Nazca, l'agenda des solutions, ça regroupe toutes les dynamiques qui sont faites en plus des engagements d'État. Donc bien évidemment, tout ce qui est fait par vous à différents titres dans cette salle et dans ce salon a toute sa place dans cette dynamique, et il faut vraiment rejoindre cette opération. À la fois lors de la COP21 au Bourget, donc en novembre-décembre 2015, mais aussi en post COP21, parce que la COP21, elle va vraiment réorganiser, elle va organiser et vraiment mettre un cadre complet, et ce sera la première fois en fait, elle va mettre un cadre complet à la dynamique climatique. Il faut que vous soyez vraiment présents dans ces 4 piliers, à la fois en direct, par les élus locaux, par les financiers, par les États. Ça, c'est très important. Ensuite, l'Europe. Bon, il y a une présentation excellente faite par nos amis européens, donc je ne vais vraiment pas le reprendre. Je rajouterai quand même que je crois que la dame n'a pas beaucoup mentionné un autre volet, qui est la politique de voisinage. Donc, en plus de tout ce qui a été dit, il y a aussi la politique de voisinage qui permet d'associer nos amis voisins à toutes ces dynamiques européennes. Donc ça, c'est important. Ensuite, je dirais, c'est assez compliqué, mais je dirais, on sait faire. Dans quasiment tous les programmes européens maintenant que l'on voit, qui ont été bien décrits, il est possible d'inclure des pays, d'une façon ou d'une autre, des pays non européens. Donc ça, c'est très intéressant. Donc voilà, ça concerne l'Europe, mais ça concerne aussi l'ensemble des partenaires de l'Europe. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, l'Europe, je vais un peu vite. Je rajouterai aussi que dans le cadre de l'Europe de l'énergie, qui est en train de se construire petit à petit, il y a aussi des choses, mais qui sont un peu dans ce qui a été présenté. Ensuite, la France, on peut que féliciter d'abord les collectivités locales qui s'engagent fortement, comme ici, Nice, Paris, Grenoble, Nantes, Montpellier, Lyon. Vous voyez, c'est une dynamique très forte, il faut s'associer à ça. Donc vous voyez, il y a une dynamique très importante, donc ça c'est très intéressant, qui participe vraiment de cette analyse et de ces défis. Ensuite, je ferai un point, et d'ailleurs nous ferons une visite ce soir pour ceux qui sont intéressés sur ce thème, donc décentralisé. Un bus vous attendra. C'est Linky, c'est-à-dire que l'année 2016, l'année 2015, surtout sa fin d'année, c'est la COP21. L'année 2016, ça sera l'année Linky. On va lancer le déploiement massif de Linky en France. Ça sera le déploiement d'une boîte à ce niveau d'intelligence la plus grosse sur la planète. C'est très intéressant.
c'est une rupture en fait, c'est-à-dire que avoir autant de boîtes intelligentes je dirais dans un gros pays de façon homogène, ça va être vraiment très intéressant. Et le nombre d'opérateurs et d'acteurs qui veulent faire des actions autour de Linky est quand même très important. Donc je pense qu'à partir de 2016, ça va être un sujet très critique et très important. Donc ça c'est... Et donc il suffit que vous allez voir les organisateurs, une visite est prévue pour un petit peu approfondir ce sujet. Ensuite, les pouvoirs publics français se mobilisent bien sûr par rapport à ces défis. Donc d'abord par le regroupement un petit peu des différents acteurs publics qui travaillent sur ces thèmes. Donc d'abord l'aspect ingénierie. Donc vous avez vu, les centres techniques français publics, ce sont nationaux, se sont regroupés. On a constitué cette très belle institution CEREMA, qui veut dire le centre d'études et d'expertise sur le risque, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, donc avec un siège basé à Lyon, dans la région lyonnaise de 3100 agents. Et là vraiment pour porter, je dirais, l'expertise publique française à son meilleur et conseiller les collectivités locales, le gouvernement et tous ceux et les entreprises sur ces thèmes. Donc on a vraiment une ambition publique d'être actif dans ce domaine, et le numérique est clairement le pont entre tous ces sujets. Ensuite, Expertise France. Expertise France elle-même est issue du regroupement de toutes les agences de coopération, donc 250 personnes, donc CEREMA 3100 personnes, Expertise France 250 personnes, donc 250 personnes qui sont là pour vraiment créer des ponts, mais après qu'eux-mêmes piochent partout, dont au CEREMA, dont l'ADEME. Donc ça c'est très intéressant, donc un pack assez important. Ensuite pour l'aspect plus business, Vivapolis, qui a donc un très bel exposé hier par Michel Papalardo. Donc Vivapolis qui a pour objet d'aider à la constitution de consortiums qui vont faire des villes durables et intelligentes à l'étranger, avec notamment, et donc c'est un aspect numérique très important, avec 3 plateformes numériques qui ont été mises en place. La plateforme Astainable de projection de l'offre française sur un cas concret. Après, sur un cas concret mais particulier. Ensuite, la plateforme sur Santiago et la plateforme sur Singapour. À chaque fois, des plateformes qui, dans un cadre un petit peu différent, montrent un peu ce que l'on peut faire. Ensuite, le commissariat général aux investissements, un appel d'offres en cours de préparation, donc beaucoup de choses déjà faites. Beaucoup de choses à venir, donc particulièrement à regarder. Ensuite, je finirai par 2 lois que ce gouvernement, qui sont issues de ce gouvernement. Donc une loi qui est déjà faite, qui place complètement les collectivités locales au cœur de l'action. C'est la loi sur le développement qui a été faite récemment. Et demain, ça a été bien évoqué par la ministre à la fois dans son exposé et dans son interview, la loi sur le numérique. La loi sur le numérique, c'est aussi pour nous dans cette salle, c'est vraiment le grand véhicule. Donc à la fois la loi sur le numérique concerne la Smart City en France et la Smart City à l'étranger dans le cadre du développement, donc à la fois donc un grand volet international français et ensuite un grand volet international avec un plan sud développement. Et donc ce qui est très original et ce que la ministre a bien dit hier, et c'est vraiment très très intéressant, c'est que donc cette loi est le premier projet, la V0 on va dire, la bêta, est en voie de finalisation. Et ce qui est très original, c'est une nouveauté au moins au niveau français, et on en est très heureux, c'est qu'avant le processus institutionnel de production de la loi, c'est-à-dire vous savez Conseil d'État, etc., Conseil des ministres, Assemblée, navette, commission mixte paritaire, etc., le charme français, la complexité, mais qui fait notre force aussi. Et donc, on a rajouté une étape, parce que la simplification, c'est souvent des étapes en plus, mais ce qui est vraiment très intéressant, et c'est vraiment, ça vous concerne très directement, je vais arrêter de rire, c'est que cette loi, elle va être mise en ligne avant donc le processus officiel, c'est-à-dire avant que ce soit trop tard, concrètement, et vous pouvez intervenir, c'est-à-dire que vous pouvez donner vos idées, vos amendements, vos projets, etc. Et donc, je vous encourage tous dans cette salle, à la fois au niveau français, oui, c'est-à-dire Smart City en France, mais en même temps, le rôle de la Smart City dans la politique de développement française, vous pouvez contribuer et donc faire des propositions pour un texte législatif. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est-à-dire que, bon, je conclus. Donc, vous voyez, donc, ce colloque a bien montré qu'il y avait un lien, le champ pertinent, c'était quand même
énergie, climat, transport, numérique et collectivité territoriale. Ça, c'est le champ pertinent. Que les deux chocs, c'était bien les données et les capteurs. Ça, c'est vraiment le choc qui fait qu'on se parle, on se voit et qu'on a des choses à faire. Et l'objet, c'est bien d'avoir cette ville durable qui permet à la fois d'affronter quand même 2 milliards d'urbains en plus et d'affronter un besoin de sobriété accru, ce qui est d'ailleurs bien décrit dans l'encyclique du pape. Donc vous voyez, tout le monde converge. Et voilà, donc ça c'est l'analyse des faits. Et les solutions, c'est vraiment COP21. Je pourrais rajouter l'Open Government Partnership parce qu'à partir de 2016, la France sera donc coprésidente de ce partenariat global sur l'open data et ce que l'on va mettre beaucoup en avant, c'est le rôle des collectivités locales dans l'open data. Donc voilà, ça c'est au niveau international. Au niveau européen, c'était très bien décrit par la précédente intervention. Et ensuite, en France, vous voyez, une action des collectivités locales, une action des établissements publics et une action législative très importante. Vous voyez, ça c'est voilà la synthèse que l'on peut retenir. Et je salue Paul Sidbon, l'organisateur. Et ce qui est intéressant, c'est que en même temps, vous voyez, c'est-à-dire que je dirais l'État avance, les processus internationaux avancent, les collectivités locales avancent, mais aussi les entreprises. Donc vous avancez toutes individuellement, mais aussi collectivement. Et Paul annoncera et rentrera dans le détail la création d'un consortium sur la ville intelligente qui, à la fois en France et pour l'export, qui est vraiment une attente forte des pouvoirs publics et qui est indispensable. Puisque, je finirai là-dessus, c'est que au niveau international, lorsque nous sommes démarchés par des acteurs intéressés, ce qui sort quand même assez fortement, c'est pas totalement à 100% le cas, mais c'est quand même beaucoup le cas, c'est qu'on a une demande quand même, on a une demande pour une offre intégrée. C'est-à-dire que beaucoup des demandes ne sont pas... Il y a des demandes bien sûr très parcellisées, hein, des gens qui ont été très loin dans le processus et qui cherchent du câblage, qui cherchent une turbine, etc. Mais il y a quand même une énorme quantité de demandes sur des offres intégrées pour des villes nouvelles, des capitales nouvelles, des quartiers nouveaux, une gestion globale d'une ville existante, etc. Donc il y a quand même une demande pour gérer simultanément eau, énergie, transport. Il y a quand même une demande très puissante pour des offres intégrées. Donc ça, c'est très important que les boîtes françaises, les boîtes internationales se mettent en consortium pour affronter des demandes globales. Merci.